Bonjour Pierre, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Vous êtes notre premier éditeur belge, donc on va en profiter. On va en profiter. Et est-ce que vous pouvez déjà commencer par présenter votre parcours et comment vous en êtes arrivé à créer cette maison d'édition, il me semble, en 2012? Mhm. Euh, alors, en fait, j'étais libraire pendant un certain nombre d'années. J'ai fait des études de lettres et puis j'ai commencé à travailler en librairie à partir de l'an 2000. J'ai travaillé à Bruxelles dans une librairie qui s'appelle Tropisme et puis j'ai travaillé chez Graffiti dans un endroit qui s'appelle Waterloo. J'ai travaillé un certain nombre d'années et puis avec un ami écrivain, on a lancé une revue en ligne et on a fait ça pendant 6 ans. Entre-temps, moi j'avais quitté, je ne sais pas très bien qui je dois regarder en fait, c'est intéressant. Vous regardez qui vous voulez. Super. Et donc, entre-temps, moi, j'avais quitté la librairie, j'ai commencé à faire d'autres choses et avec l'ami en question, qui est un écrivain qui s'appelle Edgar Cosma, on a créé donc On lit sous forme de maison d'édition. Alors, ça a d'abord été une maison d'édition numérique uniquement pendant 2 ans et puis c'est devenu numérique et papier à partir de 2014. En gros, ça, c'est les grandes étapes de On lit. Est-ce que vous pouvez présenter l'organigramme de la maison? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec vous ou est-ce que vous êtes seul? J'ai cru comprendre que vous aviez des pôles différents, mais est-ce que vous pouvez l'expliquer plus en détail? Alors, c'est une structure que j'ai créée, qui fonctionne et qui est une structure qui est basée sur la collaboration avec un certain nombre de personnes qui sont freelance, donc indépendants. Moi-même, je ne suis pas employé de la maison d'édition, je suis également indépendant pour elle. Et donc, j'ai 2 graphistes, un codeur, une attachée de presse, une correctrice, et c'est à peu près tout. D'accord. Et donc, on travaille tous à distance. Il n'y a pas de bureau. Il y a seulement un stock. Il y a un stock de On lit et puis il y a le stock chez le distributeur. Et voilà, on travaille tous comme ça depuis déjà quelques années. Ça a l'avantage d'être assez léger, assez flexible. On lit n'a pas de frais fixes très importants. Ça permet de survivre plus facilement quand il y a des crises comme maintenant. J'appelle ça un peu de l'édition de guérilla. C'est-à-dire qu'on est peu nombreux, mais on bouge vite beaucoup et on est très enthousiaste. Donc, on arrive à faire des choses qu'on trouve, en tout cas pour nous, intéressantes. Est-ce qu'on Voilà. peut parler de cette situation déjà confinement? Est-ce qu'elle vous a posé des difficultés? Est-ce qu'elle a été au contraire bénéfique? En fait, ce qui est particulier, ça tient un peu au timing. On venait de sortir 2 livres. Donc, la campagne de promotion des 2 livres en question qui sont donc… vous connaissez peut-être, il y a celui-ci, 100 jours sans Lily, d'Aliénor de Broc. Et alors, on a sorti aussi un autre livre qui s'appelle Judas côté jardin, d'un auteur qui s'appelle Jean d'Outremont. Donc, ils sont sortis mi-février. Et donc, ça a coïncidé quasiment exactement, enfin, disons, à quelques semaines au lancement du lockdown, qu'on connaît. Ça a été une situation très particulière parce qu'évidemment, toutes les librairies ont fermé. Et pendant ce temps-là, la promotion des livres continuait, c'est-à-dire que, évidemment, la presse écrite continuait à travailler dans une certaine mesure, donc il y avait des articles qui sortaient. Évidemment, les librairies fermées, ça rend le livre difficilement accessible. Alors moi, j'avais mis en place il y a déjà quelques années un site internet qui est le site de On lit, sur lequel il y a moyen d'acheter des livres. Et j'ai remarqué assez vite en fait que les lecteurs trouvaient
le chemin du site. Et donc, très vite, j'ai eu énormément de commandes. C'était à la fois surprenant et comment dire, et réjouissant aussi, on va dire. Donc, on pouvait continuer l'activité pendant le confinement. Alors, ce sont des ventes, ça a bien marché. Maintenant, ce sont surtout des ventes qui compensent un petit peu les pertes liées à la fermeture des librairies. Moi, a priori, je préfère travailler toujours avec les libraires et passer par eux. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de faire de la vente directe. Mais disons que dans le cas précis, ça a permis de un peu sauver la vie de ces deux livres-là. Et qui reprennent maintenant, donc avec la réouverture des librairies. Donc, c'est quelque chose qui a marché. Maintenant, en ce qui concerne l'activité de la maison, ça a un petit peu, ça a un peu ralenti, l'activité. Il y a des projets sur lesquels je travaille qui ont été mis en pause. Certains ont repris, d'autres pas encore. Donc, ça, il va falloir voir à l'avenir ce qui se passe. Après, d'un point de vue financier, c'est sûr que ça représente une perte importante pour la maison d'édition, qui est une petite maison d'édition. Et donc, en termes de trésorerie, par exemple, c'est des questions. La situation n'est pas vraiment comment dire, problématique, disons, parce que, comme je vous disais, je n'ai pas des frais fixes importants, donc il y a moyen, disons, d'un peu hiberner, mais en tout cas, ça a un peu ralenti la maison, comme peut-être tout le monde, je ne sais pas, pendant quelques mois. Sandra? Oui, bah justement, pour rebondir sur ce sujet, après cette période de confinement, et avec les librairies, comment vous allez ou comment vous avez commencé à travailler avec elles pour relancer un petit peu les choses, puisque vous dites que vous préférez vendre directement et auprès d'eux. Comment ça se passe du côté de l'éditeur par rapport aux librairies? Mais comme je vous ai dit, moi j'ai été libraire pendant un certain nombre d'années. Donc, en tout cas, les libraires, disons, francophones et les structures interprofessionnelles, je connais assez bien. Le résultat, c'est que je suis resté en contact en fait, avec le syndicat de la librairie notamment pendant tout le confinement, on va dire. Moi, j'ai eu envie de lancer de la communication sur le fait que certains libraires avaient décidé malgré tout de se lancer dans la livraison, par exemple. Il y a un libraire ici tout près de chez moi qui a créé un magasin en ligne en à peine 2 semaines. Je ne sais même pas comment il a pu faire ça. Et donc, il y a eu comme ça un certain nombre d'initiatives que j'ai trouvées vraiment assez formidables. J'en ai discuté avec mon ami libraire qui habite tout près de chez moi. Il m'a dit en fait que ça lui a permis de rencontrer une nouvelle clientèle. Et il m'expliquait que le phénomène de la livraison, même si évidemment il devait rester relativement éloigné des gens, a permis de créer des contacts personnels entre lui et les gens qu'il allait voir, assez particuliers en fait. C'est une situation quand même, j'ai envie de dire, inédite. Et donc, c'est un peu comme s'il apportait quelque chose de très précieux chez les gens. Il sonnait, puis il leur donnait. Donc, tout ça a créé. Bon, évidemment, ça a été dur pour lui et pour eux, je pense que tous les libraires, mais enfin, en tout cas, il est parvenu à en tirer quelque chose de positif. Et j'ai trouvé ça formidable. Maintenant, en fait, j'ai fait des mailings maintenant à la sortie du confinement. J'ai publié, enfin pas vraiment publié, mais j'ai eu envie d'envoyer à la newsletter de Onlit et aussi aux libraires avec qui je suis en contact un texte d'Isabelle Ouéry qu'elle a écrit à propos de la librairie indépendante. Et pour moi, c'est important de leur montrer que je tiens à eux et que je dépends d'eux aussi. C'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question, je pense, enfin, peut-être pas affective, mais en tout cas un petit peu émotionnelle. Je pense que c'est important pour la chaîne du livre et c'est important pour la librairie de création d'avoir des libraires indépendants. Voilà. Martine? Oui, je rebondis un peu aussi sur la question du confinement. J'ai vu sur votre site que vous aviez fait le choix de passer en numérique tous vos livres.
Donc, vous nous avez expliqué Mhm. qu'effectivement, vous aviez commencé par le numérique, donc ça s'explique. Donc, je voulais savoir si vous aviez vu une augmentation des téléchargements numériques pendant le confinement. Et puis, j'aurais aimé aussi que vous nous parliez de votre choix de vendre les livres numériques si peu cher. Alors, je dis si peu cher parce qu'en France, les livres numériques restent quand même assez chers par rapport aux livres papier. Et, Mhm. et voilà, et j'ai vu que ce n'était pas du tout votre cas, donc j'aurais bien aimé que vous nous en parliez. Oui. Euh, alors, effectivement, j'ai vendu plus de livres numériques. Ce que j'ai entendu dire, c'est que ce sont surtout les inscriptions à un système en Belgique qui s'appelle Lirtuel, qui est une sorte de, en fait, qui est le pendant numérique des bibliothèques locales. Donc, les bibliothèques, ensemble, ont créé il y a quelques années une plateforme qui s'appelle Lirtuel, qui permet aux abonnés, aux membres des librairies, du réseau de la librairie, de la bibliothèque, pardon, en fait, de louer à distance des livres numériques gratuitement. Je ne sais plus le chiffre, mais je pense que les inscriptions ont été en augmentation d'une manière assez fulgurante. C'est pas inintéressant parce que, en fait, peu de gens le savent, mais maintenant, je crois qu'un peu plus de gens le savent. En fait, en Belgique, il suffit de s'inscrire à une bibliothèque de quartier et vous avez accès gratuitement en prêt. Alors, euh, c'est limité dans le temps, bien sûr, mais enfin, vous avez accès à l'ensemble des livres en numérique, donc c'est assez énorme. Donc ça a très bien marché. J'en ai vendu aussi. Et puis, la deuxième question, c'était le prix. Alors, le prix, c'est une grande question depuis longtemps. Au début, on n'était vraiment pas cher du tout. On s'est rendu compte que ce n'était pas assez. Donc, on a un peu augmenté. Maintenant, ce que je fais en général, c'est que j'ai envie que le livre numérique soit plus ou moins à la moitié du prix du livre papier. Je pense que ces questions ne sont pas encore résolues dans l'édition francophone. C'est-à-dire qu'à mon avis, on a maintenu le prix du livre numérique volontairement élevé pour qu'il ne parasite pas le livre de poche. Mais ça reste une idée personnelle, je pense. Je crois que la spécificité du livre de poche et le chiffre d'affaires qu'il génère a été mis en danger par l'existence du numérique. Il y a donc un problème de modèle économique. Je ne pense pas que cette question est réglée. On l'a réglée en ne faisant pas vraiment arriver le livre numérique, à mon sens. Mais je serais curieux de vous entendre là-dessus. Si vous avez des idées sur le... Il faut savoir qu'en France, l'idée en bibliothèque des livres numériques existe dans certaines bibliothèques ou médiathèques, mais ça n'a jamais été généralisé, c'est évident. Cela étant, le livre numérique est très cher en France et de façon assez exponentielle. Il y a certaines maisons d'édition qui marchent sans marge, entre guillemets, mais la plupart du temps, il est excessif. En tout cas, pas autant qu'en Belgique, il est beaucoup plus excessif qu'en Belgique. Ça, c'est évident. Et je pense en effet que votre vision est juste sur le parasitage, en effet, du livre de poche. Ça me paraît assez juste. Je crois que dans l'espace anglophone, où le livre de poche, le marché du livre de poche n'existe pas en tant que tel. En tout cas, il n'est pas aussi structuré que dans l'édition francophone. Je crois que le danger n'était pas aussi important. Et à mon avis, il y a aussi une question d'état d'esprit, c'est-à-dire que c'est un peu une formule, mais j'ai toujours eu l'impression que de l'autre côté de l'Atlantique, on pense que l'innovation est porteur d'opportunités. Tandis que je crois qu'en Europe, c'est souvent perçu de la manière opposée, c'est-à-dire qu'on voit d'abord la menace, qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce qui fonctionnait qu'on risque de perdre. Et donc, je pense que ça a contribué à freiner le développement numérique. Maintenant, c'est déjà presque une histoire, enfin, c'est déjà une histoire qui a quelques années, hein, mais d'un autre côté, je me souviens d'une foire du livre à Bruxelles. C'était quand? C'était c'était juste avant l'an 2000, je crois. Je ne sais plus très bien. Il y avait eu un premier village numérique à la foire du livre de Bruxelles. Il y avait une maison d'édition qui s'appelait 0h00. Vous vous souvenez de ça, certains?
Non? Et c'est un peu le début du… C'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Et puis, ça a disparu pendant quelques années. Et puis, en fait, c'est revenu. Alors, je me dis que peut-être il va y avoir peut-être un troisième avènement du livre numérique. Je ne sais pas. On va voir. Peut-être que des changements plus importants de la structure industrielle de l'édition pourraient amener les gens à revoir comment dire, les grosses maisons d'édition et les groupes à revoir leur politique sur le numérique. Je ne sais pas. On verra. Ouais, le confinement aura peut-être des répercussions, en tout cas en ce sens. On a vu que beaucoup de maisons d'édition allaient réduire considérablement leur nombre de sorties à la rentrée littéraire, donc c'est une possibilité. Une possibilité. Taël? Oui, bonsoir. Moi, je serais un peu partisane du combo papier et numérique parce qu'on n'en fait pas le même usage. Et je rêverais de pouvoir acheter les deux en même temps à un tarif un peu moins élevé sur la partie numérique parce que voilà, je trouve que la partie numérique, ça permet vraiment d'annoter sans avoir forcément à toucher à sa version papier, de pouvoir lire de manière immédiate. Mais j'aime bien en parallèle avoir l'objet. J'ai regardé un peu, j'ai pas encore lu de livre de chez vous. J'avais juste une question sur le choix des formats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur… on n'est pas sur des formats très standards, notamment sur des présentations un peu qui ressemblent à du Franquin du tout début. Donc voilà, je voulais savoir si c'était un choix délibéré et si, d'où venait ce choix, quoi. Le format, vous voulez dire le format de l'objet papier? Oui, C'est oui, ça? oui. Ouais. D'accord. Alors, j'ai pas mal réfléchi au départ pour essayer de parvenir à vendre le numérique avec le livre papier. Je suppose que d'autres gens ont essayé. Le problème auquel on est confronté, je crois, c'est que le seul moyen de le faire pour le faire en librairie, c'est d'emballer le livre dans du plastique. Parce qu'évidemment, il faut un code unique qui se trouverait dans le livre. Ça se fait dans la musique avec les disques vinyles, des choses comme ça. Mais c'est un secteur où ce n'est pas tellement problématique que le livre soit emballé dans du plastique. Et un code à usage unique? Un QR code, par exemple, à usage unique? C'est Ce serait pas ça. possible? Donc, les disquaires génèrent les labels de disques génèrent des codes uniques qui mettent dans les disques vinyles, qui sont ensuite mis sous blister. Ça permet de protéger le code, évidemment. Alors, on y a réfléchi pour le livre. Maintenant, je crois qu'un livre emballé dans du plastique ne se vendra jamais dans une librairie. C'est un peu une intuition que j'ai ayant été libraire, mais je crois qu'un livre emballé dans du plastique, ça ne marchera pas. Il y a une question de toucher. De toucher. Donc, finalement, on n'a pas essayé ça. Par contre, ce que j'ai fait, ce qui était possible de le faire, c'est que quand je le vends, quand on achète les livres sur le site internet de Onlit, au moment où on paye, on reçoit le format numérique. Donc, si on achète le livre papier, après le paiement, on reçoit le lien de téléchargement du livre numérique, ce qui fait qu'on peut commencer à lire tout de suite si on a envie. Et j'envoie le livre, et donc il arrive quelques jours plus tard. Et de façon illimitée? De façon illimitée, donc je donne le fichier. Et est-ce que c'est valable en France? Pardon. C'est valable partout, tout à fait. Donc, ça fonctionne partout. C'est quelque chose que j'avais eu envie de faire il y a quelques années. En fait, dès qu'on a fait du papier, ça me semblait intéressant pour permettre aux lecteurs d'essayer, parce que je suis d'accord avec le fait que ce sont des usages différents. C'est-à-dire que non seulement c'est peut-être des lecteurs différents, mais aussi même pour un lecteur, c'est peut-être des moments différents. Il me semblait que c'était intéressant de permettre aux gens qui sont plutôt attachés au livre papier d'essayer, ou en tout cas de voir qu'est-ce que c'est un fichier de livre numérique et d'essayer de le lire, de voir comment ça fonctionne. Parce que j'ai souvent eu des discussions avec… Quand on a lancé le numérique, j'ai eu beaucoup de discussions en disant, mais les gens ont beaucoup de réticence. Il y a des gens qui ont beaucoup de réticence. Moi, j'ai toujours pensé que c'était lié à une sorte de peur
la dématérialisation du livre. Et donc, je disais, mais enfin, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais vous pouvez toujours essayer. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais donner le livre numérique quand on achète le livre papier. Donc, ça, c'est une chose. Alors, la question du format. La question du format. Ça fait déjà quelques années qu'on a décidé de ce format, mais ce que je sais, c'est que quand on était uniquement numérique, on avait réfléchi à l'idée de faire des couvertures qui soient plus visibles. J'essaie d'en retrouver. Des couvertures qui soient très visibles dans un environnement digital. C'est-à-dire qu'on avait réfléchi au fait que les couvertures classiques, les couvertures des livres dans un environnement numérique sont souvent très petites par rapport à la taille à laquelle on est confronté en librairie, par exemple. Et donc, on s'était dit qu'on allait faire des couvertures très visibles sur un écran d'ordinateur ou sur une plateforme sur Internet. Ça nous avait poussé à faire des livres, je ne trouve pas d'exemple ici, mais très, très pop, très colorés, sans images, avec juste la typo. Le titre était découpé, il y avait 2 couleurs. Donc, on voulait faire quelque chose d'assez pop. En fait, avec Onlit, on veut faire ça depuis le début, c'est-à-dire d'une certaine manière, travailler sur l'idée de rendre la littérature un peu moins poussiéreuse ou un peu moins ringarde aux yeux de certains, parce que malheureusement, c'est parfois perçu comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça dommage. J'avais envie, ici en Belgique, de faire quelque chose qui rende le livre un peu plus attirant. Et ça a été voilà, le début de toute cette réflexion sur le côté visuel de Onlit. Voilà. Donc, le format vient de là. C'est un peu un format entre les deux. Et alors, à côté de ça, on a décidé de faire des livres plus petits. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est par exemple Le Poney Flottant d'Isabelle Wéry. Et alors, à côté de ça, on a lancé une collection de livres que j'appelle Mini, qui n'a pas encore vraiment de nom, qui sont des livres un peu plus petits, souvent plus fins, et qui permettent de faire des textes plus courts. Donc ça, c'était l'envie de se donner un format avec un peu plus de liberté, qui coûte un peu moins cher à produire aussi. Et donc, on s'est lancé là-dedans. C'est assez chouette. Et d'ailleurs, je vais en faire 3 nouveaux au mois d'octobre. Ce sera les prochaines sorties. Alors, avant de donner la parole à Benoît, la discussion va s'arrêter là, mais on revient juste après. Il suffit juste de se reconnecter. Je relance juste après, pas d'inquiétude. Et ça permettra peut-être à Adeline de rentrer enfin dans la conversation qui a beaucoup de mal. Benoît, tu peux poser ta question et Pierre répondra après la coupure, je pense. Ça marche. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonjour. Je rebondis, je fais un peu d'audit parce que c'est vrai que le bundle e-book bouquin, c'est quelque chose sur lequel je milite depuis 2 ans. Parce que je voyage beaucoup et que c'est vrai que le numérique, c'est très agréable pour ça. Et j'adore le papier, donc je ne peux pas me passer du papier. Et comme on a fait ça sur le disque, comme tu disais très bien, Pierre, puisque aujourd'hui, sur le grand gourou américain que tout le monde combat, tu achètes le CD, il t'offrait le MP3. La FFFCC française fait la même chose aussi maintenant, donc pourquoi pas. Surtout que moi j'y vois plusieurs intérêts. Le format numérique, de toute façon, tu l'as, étant donné que tous les BAT sont lancés comme ça. Le format numérique permet à tout un chacun de pouvoir découvrir et donc feuilleter un livre avant son achat par le premier chapitre, le prologue, etc. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être une sacrée possibilité pour la personne de donner suite au bouquin. Le fait de ne pas le mettre à des prix très élevés comme tu l'as fait, c'est vraiment très bien parce que justement, tu lis le début et puis après, tu n'as plus qu'à éventuellement valider en l'achetant pour décrocher. Donc ça, je trouve ça très bien. Est-ce que le coût du freinage du numérique ne viendrait pas aussi à cause du piratage? Et donc, alors, on peut parler du piratage, par exemple.
C'est une question qui a beaucoup été abordée en 2012, hein, quand on a commencé. C'était le moment, je pense, où il y a eu quand même de l'enthousiasme pour le livre numérique. Alors, le piratage dans un monde digital, c'est, je pense, impossible de l'éviter. Par contre, il me semble qu'ils sont parvenus à détruire le piratage dans le monde de la musique. Comment? En rendant en rendant le légal plus facile que le piratage. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait ça, mais enfin, à une certaine époque, il y avait moyen de trouver de la musique sur Internet au format MP3. C'était pas compliqué, mais enfin, tout le monde ne saurait pas le faire, on va dire. Il faut un programme, c'est un peu complexe. Et puis après ça, il y a la question de la bibliothèque et tout ça. Bon. Et en fait, un service comme Spotify, qui est plutôt une bibliothèque, en fait, de par sa facilité, a, à mon avis, énormément contribué à détruire la question du piratage par rapport à la musique. Après, il y a la question de, comment dire, de la manière dont les musiciens, les artistes gagnent leur vie avec Spotify. C'est une grande question, évidemment, parce qu'on dit beaucoup que les artistes ne touchent pas grand-chose sur les plays, ce qui est, je pense, vrai. Et en même temps, enfin, c'est une question, je crois, qui mériterait mais ce n'est pas vraiment le sujet ici. Je crois que quand les gens ont accès à plus de choses, ils regardent plus de choses. Donc, il n'y a pas nécessairement plus d'argent, mais les gens écoutent plus de musique. Donc, nécessairement, il y a moins d'argent qui est redistribué par rapport à l'époque où quelqu'un achetait un CD par mois, par exemple, ou 2 CD par mois. Mais donc, la question du piratage, moi, je pense qu'il suffit d'inventer un système qui le rende caduque d'une certaine manière. Après, ça n'empêchera jamais, auprès du grand public, ça n'empêchera pas les gens de parvenir, les gens qui en sont capables de parvenir à trouver les livres gratuits. Mais je ne pense pas que ça doive être un frein au développement du numérique. Alors, je vais rebondir sur une autre, donc il y avait par quoi commencer, ça j'ai noté, je terminerai par ça. Il y a la question, il y a une question qui est intéressante, parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont en France, si j'ai bien compris. Et donc, Onlit est une maison d'édition belge. Une des grandes difficultés de l'édition de création en Belgique, c'est naturellement la question de la taille du marché. C'est-à-dire que la taille du marché en Belgique francophone est environ 15 fois plus petite que le marché français. Mais c'est donc le marché natif, on va dire, pour les éditeurs en Belgique francophone. Moi, par rapport à ça, la stratégie que j'ai mise au point au départ, c'était d'abord d'assurer, disons, l'assise de la maison d'édition ici en Belgique francophone et de lui créer, disons, une forme de reconnaissance symbolique suffisante. Et puis, bien sûr, naturellement, maintenant, se pose la question de comment faire vivre les textes que je publie en France, c'est-à-dire chez vous. Alors, il y a plusieurs réponses. Une que je trouve assez chouette, c'est ce qu'on est en train de faire, par exemple. C'est-à-dire que davantage des réseaux, et depuis que j'ai mis en ligne sur Instagram, par exemple, et que j'ai découvert que je trouve assez extraordinaire, c'est-à-dire la communauté du livre sur Instagram, moi, c'est quelque chose, je trouve que ça n'a pas d'équivalent ailleurs. Et je trouve ça assez fascinant. Et ça finit par, comment dire, diminuer l'épaisseur des frontières entre les pays et entre les marchés, plutôt. À côté de ça, il y a quelque chose d'assez sympa, c'est que pour la première fois, en octobre, je vais publier en coédition un livre avec une maison d'édition parisienne qui s'appelle les Éditions des Équateurs. Et on va republier ensemble, enfin, c'est-à-dire que les Éditions des Équateurs
vont rééditer en coédition avec Onlit un livre que j'ai publié il y a déjà quelques mois qui s'appelle Mourir la nuit. Alors, Mourir la nuit, c'est un récit, c'est pas un roman, c'est le récit d'une journaliste qui a suivi ici à Bruxelles pendant 5 ans les équipes de la police criminelle dans le cadre de la résolution de deux meurtres. Et le récit en question raconte donc l'ensemble de l'enquête depuis le jour où il découvre les 2 cadavres jusqu'au dernier jour, le jour du procès, enfin où la décision du juge est rendue. Voilà, donc ça c'est un livre assez particulier. C'est la première fois que je ne publiais pas un pur roman, donc de la fiction. C'est un livre qui amène ses propres questionnements précisément sur les rapports entre la fiction et le réel. L'autrice elle-même parle de littérature du réel. Je pense que c'est un genre en soi qui existe par ailleurs, mais qui n'avait pas encore été vraiment exploré ici en Belgique. La particularité du livre, c'est que c'est à la fois une enquête criminelle, c'est à la fois un témoignage sur qu'est-ce que c'est la justice pour l'instant en Belgique, comment elle fonctionne ou comment elle ne fonctionne pas. Et tout un ensemble de sujets qui sont liés à ça. J'ai été en contact avec Caroline des éditions des Équateurs et on s'est rencontrés et on a décidé de collaborer ensemble sur la réédition du livre sur le marché français. En fait. Et donc, voilà pour moi un exemple. Bon, alors, ce n'est pas encore fait, c'est-à-dire que ce n'est pas encore sorti. On va voir comment tout ça se passe, mais je suis assez confiant. J'ai un bon sentiment par rapport à ça. Je crois que ça va être une belle aventure. Et voilà, je crois, un moyen de sortir des frontières de Belgique. Voilà. Je serais curieux de voir comment. Oui, bonjour. J'ai une question. J'ai lu sur votre site que, à compter de maintenant jusqu'en 2021, je crois, Oui. ce n'est pas nécessaire d'envoyer un manuscrit, rien. C'était d'ailleurs assez sévère, hein, assez décourageant. Et Oui. alors déjà, ma première question, c'est est-ce que c'est suffisamment décourageant? Est-ce que les gens le voient? Ou est-ce que finalement, les auteurs continuent à envoyer des manuscrits? Question suivante, est-ce que du coup, même s'il est prévu de ne pas les regarder, vous les regardez quand même? Et est-ce que c'est pas dangereux de se dire je les regarde pas, si vous les regardez pas, et de passer à côté d'une pépite? Et finalement, ma question c'est pourquoi ce choix d'abord, et surtout, est-ce que c'est parce que vous avez suffisamment et que vous voulez vous en tenir à un certain nombre de parutions par an? Voilà, qu'est-ce qui motive ce paragraphe sur le site que je n'ai pas vu ailleurs? Oui, c'est relativement nouveau. Alors, notez que ça a fait vraiment réagir. Hein. On en a beaucoup parlé, en tout cas entre nous. Ouais. Ça m'intéresse. Certains ont cru que c'était de l'humour, dont moi. J'ai cru pendant longtemps que c'était une manière de dire arrêtez d'écrire, il y a trop de romanciers. J'ai cru ça, mais apparemment peut-être pas. Mais oui, ça a fait du bruit entre guillemets. Ouais. En fait, c'est pas tellement qu'il y a trop de romanciers. Je crois que c'est moi, je dirais qu'il y a beaucoup de très bons romanciers. Le problème, c'est que, en tout cas en Belgique francophone, il n'y a pas assez d'éditeurs. C'est-à-dire que l'édition de création en Belgique, alors vu la taille du marché dont je vous parlais, la difficulté, c'est que c'est impossible de survivre sans des aides des pouvoirs publics qui constituent pour Onlit environ un tiers du budget. Le résultat, c'est qu'avec les moyens dont je dispose et le développement que je parviens à faire avec Onlit, je sors environ 6 livres par an. Alors, 6 livres par an, pour une petite structure, c'est beaucoup. Et en même temps, 6 livres par an, ce n'est pas beaucoup dans l'absolu. Moi, je voulais faire plus. J'ai introduit un dossier dans ce sens-là il y a presque 1 an et demi. Et j'ai reçu, il y a quelques mois, une réponse négative des pouvoirs publics. Donc, malheureusement, je n'ai pas été en mesure d'augmenter
d'augmenter l'activité, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est plutôt une question de place. Alors, par rapport au manuscrit, moi, c'est quelque chose qui n'est pas simple, je trouve, parce que comment dire, à certains moments, avant que je mette ce mot sur le site, il m'arrive à certains moments de recevoir 1 à 2 manuscrits par jour. Or, j'en publie 5 à 6 par an. Vous voyez, il y a quand même un problème c'est trop éloigné, on va dire, ces chiffres sont trop éloignés. Donc, je suis ennuyé parce que je me sens, comment dire, les gens vous confient quelque chose sur quoi ils ont travaillé beaucoup, auquel ils croient, et j'ai du respect pour tout ça, pour tout ce travail, mais je me sens dépositaire de quelque chose que je ne sais pas gérer, en fait. Parce que je n'ai pas la capacité de… comment dire, c'est une petite équipe. Par exemple, j'ai eu des discussions avec des gens qui envoient des manuscrits et qui disent « Mais pourquoi vous ne répondez pas ?» par exemple. Or, je comprends parfaitement cette question. Moi, j'aimerais bien pouvoir le faire. Le problème, ce que j'explique souvent, c'est que si je réponds à toutes les propositions que je reçois, je n'ai plus de temps pour publier des livres. C'est un problème un peu pratique. Je préférais que ce soit autrement, mais malheureusement, c'est la moins mauvaise solution que j'ai trouvée pour le moment. J'espère que ça pourra changer, mais à ce stade-ci, je n'ai pas d'autre solution. Alors, quand j'ai décidé de mettre ça sur le site dernièrement, c'est parce que je me suis dit ce serait peut-être plus juste, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Ce serait peut-être plus juste de dire pour l'instant, n'envoyez rien et à un moment donné, je donne une date, je dis envoyez tout ce que vous voulez, je reçois tout d'un coup sur une période plus courte, à un moment où j'ai l'occasion de donner du temps à ça. De telle manière que je peux serrer cette question et ne pas devoir la gérer en continu, ce qui est beaucoup plus compliqué de mon point de vue. Mais c'est seulement la moins mauvaise solution que j'ai trouvée. Je n'ai pas vraiment de réponse pour ça. C'est vraiment une question difficile. Moi, j'aimerais bien pouvoir publier plus de livres, simplement. Mais en même temps, ça ne va pas résoudre la question du fait que beaucoup de gens écrivent, ce qui est formidable. Si vous avez des idées, faire ça mieux ou autrement, ou si vous voulez m'aider, je vous en prie. C'est une façon, en tout cas, très honnête de votre part de le mentionner. Après, c'est sûr qu'un romancier qui voit ce message-là, je pense, n'attend pas et risque d'aller publier chez un autre éditeur. Je comprends bien. C'est le risque, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Il y a un risque qu'il faut courir. Maintenant, c'est vrai que quand on publie 5-6 livres par an, il y a des auteurs avec qui je travaille, disons, sur la durée. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il est important de faire un travail sur la longueur, sur la durée avec les auteurs avec qui je travaille, c'est-à-dire de pas publier un livre de tel auteur, puis complètement l'oublier, qu'il disparaisse. Moi, je trouve ça important pour certains, quand c'est possible, de continuer à suivre leur travail. C'est une question de relation éditeur, auteur, autrice. Mais c'est aussi une question il me semble qu'il est important de contribuer à développer la carrière des écrivains quand c'est possible, à ma petite échelle, avec ce que je peux faire. Mais ça fait partie de ma conception du métier, on va dire. Ce qui fait qu'il reste au final peu de place, très peu de place, vous imaginez, pour publier des auteurs avec qui je n'ai pas encore travaillé. Mais voilà, ça c'est la situation actuelle. Tout peut changer. Jade ? Oui, bonjour. Alors, moi, j'avais une question sur scène, l'encart qu'il y a dans votre site internet. Alors, c'est en 3 questions, mais c'est des petites questions, donc ça va aller rapidement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ?
Comment ça se passe la réflexion pour faire ce genre de projet et ensuite est-ce qu'il y en a d'autres de prévus? Oui. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui est qu'il y a quelques années, en 2009, j'ai lancé un spectacle qui était ce que j'avais appelé un DJ set littéraire. Alors, j'avais créé avec d'autres artistes une forme performative autour de l'étranger d'Albert Camus, qui était la suivante. J'avais trouvé un disque vinyle de l'étranger enregistré par Camus dans les années 50 pour l'ORTF. J'avais acheté ce disque un peu pas par hasard, mais sans idée, sans objectif précis. Et puis, j'ai commencé chez moi à le mélanger avec de la musique. En fait, par ailleurs, je suis musicien et aussi programmateur en musique électronique. Et donc, on a créé un spectacle dans lequel il y avait un batteur. Moi, je mixais le texte de l'étranger lu par Camus avec de la musique en direct, avec des vinyles. Et puis, il y avait deux artistes vidéo qui faisaient des projections en direct à partir d'une base de données d'images qu'elles avaient créée sur le texte de l'étranger. Alors, on a fait ce spectacle, on l'a joué de 2009 à 2013, je crois. Ça a assez bien marché. On a fait beaucoup de pays. On a joué dans beaucoup d'instituts français un peu partout. Et ça avait été pour moi l'occasion de faire se rencontrer deux choses qui sont importantes dans ma pratique, c'est-à-dire la musique et la littérature. C'était la première fois, en fait, que je trouvais un moyen de faire vivre les deux dans un seul projet. Mais donc ça, on l'a fait jusqu'en 2013. Ça a donc toujours été une idée pour moi de développer dans le cadre ou à côté de la maison d'édition une structure qui pourrait contribuer à la production et à la diffusion de spectacles inspirés d'œuvres littéraires, mais avec des formats plus contemporains, on va dire, qui sortent un peu de la manière dont on envisage la mise sur scène d'un objet littéraire, d'une œuvre littéraire. Je dirais donc que c'est lié à cette envie-là. Ça, à un moment, c'est sorti de l'activité de On Lit pour certaines raisons. Et maintenant, j'ai décidé de réintégrer ça dans l'activité de On Lit. Il se fait que le projet principal sur lequel on travaille dans ce secteur-là, c'est en fait, On Lit Édition est coproducteur d'un spectacle qui devait se jouer, autre effet de la pandémie. On est en train, enfin, on a créé un spectacle adapté du Poney flottant d'Isabelle Wéry, qui est donc un spectacle. Isabelle Wéry est aussi comédienne et metteuse en scène, donc c'est un spectacle dans lequel elle joue son personnage et pendant lequel, avec un ami qui fait également de la musique, nous, on joue une bande-son live sur scène sous forme de DJ set en passant de la musique. Et puis, il y a une scénographie avec des toiles d'un peintre qui s'appelle Marcel Berlanger, qui est un peintre belge qui vit à Bruxelles, qui fait des toiles monumentales et qui a créé des toiles pour ce spectacle. On a donc terminé la création du spectacle fin mars. Et pendant les répétitions, en fait, c'est déclaré, en gros, c'est déclaré le confinement, donc ça a mis fin aux répétitions. Et puis le spectacle, la première a été annulée. Ça a été maintenant reprogrammé au mois de fin septembre. Donc là, on croise les doigts, on espère que ça va se passer, puis on verra bien. C'est un peu le problème des arts performatifs à l'époque de la pandémie, donc ça, on verra. Mais donc, c'est un peu ça ce qu'il y a autour de Sur scène qui est sur le site. Alors, il n'y a pas que ce projet-là. J'ai une autrice qui s'appelle Véronique Jancy, qui a écrit un livre qui s'appelle La robe de nuit, qui est un livre
assez personnel dans lequel elle parle en fait de son vécu dans le cadre de la maladie et du décès de sa maman, mais en le transformant en objet littéraire que je trouve assez formidable. Elle a elle-même créé un spectacle avec qui est un seul en scène avec une comédienne. Et dans le cadre de ce spectacle-là, par exemple, alors on lit édition, moi je fournis du support sur ce projet-là et de la communication. Donc j'essaie de soutenir les projets qui apparaissent autour des livres que je publie. Voilà. Rita? Oui, alors rebonjour Pierre. Bonjour. Alors du coup, de mon côté, je reviens sur la partie du programme éditorial. C'était en partie la question que j'avais. Donc, comme tout le monde, j'étais aussi interpellée par cette annonce sur votre site. Et donc, mis à part la forme qui était effectivement assez surprenante, c'est plutôt sur le fond que porte ma question. Donc, on en déduit en fait que vous avez effectivement vos 5-6 manuscrits pour cette année, vos 5-6 manuscrits pour l'année prochaine, puisque vous vous n'acceptez de manuscrits que à partir de novembre 2021. Et en fait, ma question, c'est par rapport à la chaîne effectivement de publication qui est interrompue pour plus d'un an. Est-ce que effectivement, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, vous pouvez aussi passer à côté de quelques petites merveilles, mais vous en avez un petit peu parlé. Mais moi, c'est par rapport en fait à ce que vous faites entre-temps. Est-ce que vous vous consacrez uniquement et de manière exclusive à la communication autour des manuscrits qui sont déjà publiés ou qui sont aussi à publier l'année prochaine? Et puis aussi, on profite, quels sont ces critères de sélection qui ont fait des auteurs de ces manuscrits, que ce soit de cette année, de l'année prochaine, ou même de manière générale, les heureux, les heureux élus pour les 2 années à venir. Et donc, entre parenthèses, j'ai lu hier la robe de nuit. Et effectivement, c'est un texte court, poignant, et j'ai adoré. J'ai tellement adoré que je l'ai lu 2 fois hier. Voilà. Donc, vraiment un texte magnifique. Merci. J'ai adoré. Merci. Moi, Véronique Jancic, effectivement, moi, c'est quelqu'un qui me touche énormément dans ce qu'elle écrit, dans son travail. Donc, c'est vrai que, par exemple, elle, c'est quelqu'un avec qui je travaille. Je pense qu'on a fait 5 livres ensemble chez On Lit. Je crois que c'est la personne que j'ai le plus publié. Alors, je suis très intéressé par tout ce que vous me dites sur cette phrase qu'il y a sur le site et je suis en train de me rendre compte de quelque chose que je vais vous dire. Je crois que j'ai écrit cette phrase comme ça parce que j'étais fâché que mon dossier ait été refusé. Vous voyez ? Et je pense que j'étais même prêt à mettre l'adresse email de la personne à l'administration qui a pris de manière souveraine et arbitraire la décision de retoquer mon dossier sans même argumenter sa décision. Et donc, je me rends compte que… Oui ? Pardon, à ce propos, comment ça se fait que ce soit les pouvoirs publics qui aient pris cette décision? En fait, il y a quelque chose de très bizarre par rapport au dossier d'aide à l'édition en Belgique francophone, qui est que pour une raison que je ne connais pas et que je ne comprends pas, les dossiers ne passent devant aucune commission. Il n'y a aucun avis d'expert ou de pair qui est rendu sur les dossiers d'aide à l'édition. Et les décisions sont toutes prises par une seule personne qui ne doit pas justifier ces décisions, ni les motiver, ni les argumenter, rien du tout. Donc, c'est une situation un peu particulière qui peut être source d'un certain nombre de frustrations pour un éditeur qui essaye de faire arriver un projet et qui se trouve dans, en tout cas, un problème de communication avec les pouvoirs publics. Je pense qu'il n'est pas normal, en termes de transparence, que des décisions pareilles ne soient pas prises, au moins à travers une recommandation d'une commission. Ça me semblerait logique, mais ça n'est pas comme ça. Donc, je crois que j'ai mis un peu de cette colère dans la phrase en question.
Et grâce à vous, je vais aller la changer parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ça. Voilà. Donc, merci. Ça, c'est une chose. Et alors, qu'est-ce que vous m'aviez encore gentiment demandé? La question des critères de sélection. Il y a des bons livres que je ne publie pas. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de place, mais aussi parce que j'essaye de construire au sein de mon catalogue, enfin, je le construis, j'essaie en tout cas, en suivant un certain nombre de lignes horizontales qui sont des sujets que j'estime intéressants ou des formes que je trouve intéressantes ou des formes enfin, il y a un certain nombre de choses qui m'intéressent. Il y a une partie du catalogue qui, je pense, parle pas mal de la question de l'intime. Le travail de Véronique Jancic, par exemple, ou de Jacques Richard sont pour ma part des travaux que je considère liés à la question de l'intime. Il y a d'autres choses, il y a d'autres lignes dans le catalogue qui sont des livres qui sont liés à des questions comment dire, des livres qui questionnent notre place au sein du vivant, mais dans un format littéraire. Enfin, ce sont des œuvres littéraires. Donc, par exemple, j'ai publié un livre de quelqu'un qui s'appelle Véronique Berghen. Le titre s'appelle « Tous doivent être sauvés ou aucun ». C'est un livre dans lequel Véronique Berghen parle à la place de chiens célèbres et qui donc décrivent la réalité dans laquelle ils sont et le rapport qu'ils ont aux hommes. Il y a un certain nombre de chiens. Il y a les chiens de Marie-Antoinette, par exemple. Il y a le berger allemand de Hitler, par exemple, qui s'appelait Blondie. Enfin, un certain nombre de chiens. Et je pense que l'objectif de ce procédé littéraire est de nous amener à nous questionner sur nous-mêmes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Véronique Berghen, elle est écrivain, elle est aussi philosophe et elle fait partie de l'Académie royale de langue et de littérature de Belgique. Donc ça, c'est par exemple une ligne que je suis également. J'ai publié des livres de quelqu'un qui s'appelle Antoine Bout, qui est un écrivain qu'on va appeler plus expérimental, entre guillemets, et qui, lui, pose des questions qui sont liées au vivant, et qui questionne autant dans la forme que dans le fond. C'est aussi une démarche qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire est-ce que créer un nouvel imaginaire ou travailler autour d'un nouvel imaginaire s'accompagne aussi d'une nouvelle manière d'écrire, par exemple, ou de communiquer, et si oui, de quelle manière? Je crois que ce sont des questions que les artistes et singulièrement les autrices et les auteurs abordent aujourd'hui à travers leur travail. Et ça me semble toujours important de les accompagner, de publier leurs livres et de les faire connaître. Donc ça, c'est la question des critères. Il y a une question de ligne horizontale dans le catalogue sur lequel je travaille. Il faut pour moi que les livres... Il faut que les livres racontent des histoires, mais aussi le catalogue. Il me semble que c'est important que le catalogue lui-même raconte une histoire au fil du temps. Pas toujours la même histoire, ça peut évoluer, tout ça, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Alicia? Oui, bonsoir. Alors, moi, je voudrais vous interroger sur une autrice, Isabelle Wéry. Si je ne dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, c'est la première fois qu'elle est publiée chez Onlit. Moi, je voulais savoir comment vous êtes arrivés à collaborer ensemble. Et puis, deuxième question qui va un peu avec, alors, j'ai beaucoup lu le terme de ovni, olni, etc. sur Prenez Flottant, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé complètement perché. Donc, si vous voulez une lecture un peu barjot, allez-y à tous. Je voulais savoir quel a été finalement le travail d'accompagnement. Est-ce que ça a beaucoup évolué par rapport au manuscrit d'origine? Enfin, voilà, quel a été votre travail avec Isabelle? Merci. Alors,
Merci à vous. Isabelle Wéry, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est comédienne, metteuse en scène, et qui a publié un premier roman il y a quelques années déjà, chez un autre éditeur belge qui s'appelle Maelstrom. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années, dont je connais le travail et que j'apprécie. J'ai pour principe de ne jamais, essayer de… Je sais plus quel est le mot pour dire ça, mais… c'est-à-dire que je ne fais pas de proposition à un éditeur, à une autrice ou un auteur qui est déjà dans une relation éditoriale avec un ou une éditrice. Donc, moi, elle savait que j'apprécie son travail, on en a parlé une fois ou l'autre. Et puis, il se fait qu'un jour, elle m'a appelé, elle m'a proposé qu'on se voit, et elle m'a proposé qu'on fasse le livre ensemble. Moi, je lui ai dit oui, évidemment, à ce moment-là. J'étais très content qu'elle me le propose. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup en tant qu'artiste et aussi humainement. C'est quelqu'un d'assez formidable. Et donc, ça a été le lancement de Poney Flottant. Ça a été un travail de collaboration assez important qui s'est très bien passé. Isabelle Wéry, c'est quelqu'un qui travaille aussi sur la question de la forme. Le début de son livre, pour ceux qui l'ont déjà vu ou qui le verront un jour, en fait, je vais vous montrer, voilà la première page. Donc, il y a du blanc. Il y a des mots qui sont perdus sur les pages. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui est dans le coma, qui se réveille dans le coma et qui commence à parler, ou en tout cas à se parler. Un des aspects de la collaboration éditoriale qu'on a fait beaucoup, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est justement la question de la forme, la question de l'équilibre, et puis la question de la typographie, parce qu'il est évident qu'avec des choses comme ça, il faut essayer de travailler la maquette, il faut beaucoup travailler la maquette. Donc ça a été un gros travail très intéressant. Donc ça, c'est une chose. Et alors, vous m'avez posé une autre question. Ah oui, la question de l'OVNI. En fait, c'est marrant parce que je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ça fait quelques années qu'on dit ça quand même souvent de livres que je publie. Alors, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais que visiblement, ça a l'air de m'intéresser. Donc voilà, c'est pas nécessairement toujours des… En fait, je crois que c'est souvent des livres qui sont un peu surprenants pour les gens, sur le fond, sur la forme. Alors, c'est pas nécessairement le chemin de la facilité, on va dire, pour un éditeur, mais je crois que c'est ce qui m'intéresse. Donc, si je le fais pas comme ça, je ferai probablement autre chose que de l'édition pendant ce temps-là. Donc voilà. Mais c'est vrai que le livre Et après, ça crée des livres qui sont un peu clivants aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment des livres que tout le monde aime ou que tout le monde déteste. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Je préfère faire des choses qui ne sont pas unanimement aimées ou détestées. Je crois que c'est plus intéressant. Voilà. Nicolas, tu avais une question? Oui, elle a déjà été posée. Non, ça a été répondu au bout d'un moment. Donc, voilà. J'ai plus de questions. Alors, Catherine? Tu n'as pas le micro? Voilà. Ça marche? C'est bon. Ah, c'est yes. bon. Ouais. Je ne suis pas très bonne en… Oui, bonjour Pierre. Bonjour Catherine. Moi, je voulais savoir… parce que en fait, Poney Flottant a eu quand même un parcours assez intéressant en Belgique, puisqu'il est allé jusqu'à la sélection du prix Rossel, qui était assez reconnu.
Savoir si du coup ça avait mis un coup de projecteur un peu plus fort sur ta maison d'édition ou du coup, est-ce que tu as eu l'impression qu'on en parlait un petit peu plus voilà. Oui. En fait, quand on crée une maison d'édition, qu'on part de rien, il faut déjà apprendre comment ça fonctionne. Il y a tout un tas de choses à apprendre qui peuvent être très techniques. Un certain nombre de choses. Je crois que le principal défi, c'est d'essayer, tant que possible, de créer une forme de reconnaissance symbolique, qu'elle soit positive, positive si possible. Enfin, il faut essayer de créer quelque chose. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, de créer la légitimité, on va dire. Ça se fait au fil des livres et c'est un exercice que je trouve intéressant. Le livre d'Isabelle Loery a certainement été un livre important dans le développement de On lit. Et c'est un livre qui a apporté à la maison d'édition, je crois, pas mal de couleurs et de reconnaissance aussi. Et qui a quelque part montré de manière plus claire vers où je vais en tant qu'éditeur. Donc ça a été, je pense, une partie de ce que Poney Flottant a fait pour On lit. Et donc, je suis toujours très content de cette aventure. C'est vrai que le livre a été finaliste du prix Rossel. Alors, le prix Rossel, on a l'habitude de dire que c'est l'équivalent du... C'est le prix principal en littérature en Belgique francophone. Et donc, l'avoir eu comme finaliste a été un chouette moment. On espérait bien sûr qu'elle gagne le prix Rossel. Mais oui. Et ce sera pour la prochaine fois. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Oui, parce que tu as vraiment des choix quand même assez pointus dans les manuscrits, enfin, dans les livres qui sont parus là récemment. Je n'ai pas tous lu. Je suis en train de lire 100 jours sans Lily là. C'est quand même des univers très particuliers qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui, sont vraiment tous des romans originaux. Ouais. Et oui. C'est ce qui est intéressant aussi. Et c'est vrai que maintenant que je commence à en avoir lu quelques-uns, je commence à voir et puis se dessiner le visage de la maison d'édition. C'est quelque chose de... Je sais que je vais trouver quelque chose d'original, un texte. Et alors, peut-être que les Français diront que c'est spécial belge, mais je ne sais pas. Mais... il faut leur demander. Hein? Mais c'est vrai que c'est... Delirium belge haïtien dit ça. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que pour terminer là-dessus, avec ce qui s'est passé maintenant, par exemple, enfin, moi j'ai un programme pour l'année. Je ne dis pas que ça change mon programme, mais je pense que c'est important, pour moi c'est important que le catalogue et les livres que je publie touchent aussi à la question du sens. Et de manière assez surprenante, un des 2 livres qui sont parus avant le confinement, c'est donc ce livre de Juan d'Outremont qui s'appelle Judas côté jardin. Et en fait, ce livre raconte l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Judas, qui est en fait Juan d'Outremont lui-même. Et ça parle des attentats qui ont lieu à Bruxelles en 2014. Et en fait, au moment où l'auteur, alias Judas, entend parler de ces attentats à la radio, il décide de se confiner volontairement chez lui pendant un certain temps. Visionnaire. Mais oui,
d'une certaine manière, il se confine tout seul, mais en même temps, c'est parce qu'il ne parvient plus à sortir. Alors, est-ce qu'il a peur ou de quoi est-ce qu'il a besoin? Et il décide d'utiliser ce temps pour parler de son histoire familiale à travers l'histoire de son jardin. Donc, en fait, il raconte l'histoire du jardin de sa famille. Et à travers le jardin, il peut raconter l'histoire de sa famille. C'est donc un temps qui met à… Et alors, dans le livre, alterne les moments en 2014 et puis les retours dans le passé. Et donc, il y a un rapport comme ça entre le passé et le présent. Mais il y a aussi cette question du jardin que je trouve en fait très intéressante. Moi, j'ai pas mal réfléchi pendant le confinement à Candide de Voltaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Candide de Voltaire, sans doute. Cultiver son jardin. Exactement. C'est quelque chose auquel j'ai énormément réfléchi pendant le confinement, cette question de quand ils reviennent à la fin du livre, quand ils reviennent avec Pangloss et qu'ils disent qu'il faut cultiver son jardin. Voilà, c'était pour moi une réflexion intéressante. Je trouve le jardin en tant que… il y a le jardin extérieur, celui qu'on fait, celui qu'on plante, et puis il y a le jardin intérieur, et le rapport entre les deux aussi. Et donc, comme je vous disais, de manière très surprenante, ce livre a acquis une dimension supplémentaire à cause du contexte actuel. Voilà. Anne? Ouais. Oui, alors, en fait, vous venez en partie de répondre à ma question. Je voulais savoir s'il y avait une littérature belge ou si vous pensez qu'il y a un ton belge et si finalement c'est une littérature qui rencontre son public en Belgique mais largement ailleurs. Ça m'intéressait de savoir quelle était la proportion des ventes de vos livres sur le territoire belge francophone et en France, même si je sais bien qu'il n'y a pas le même nombre d'habitants, donc c'est un peu une question idiote. Mais bon, malgré tout, est-ce qu'il y a quand même une appétence pour des Français pour le ton belge ou la littérature belge? Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Je voulais en savoir plus sur les 2 livres aussi qui sortent. Du coup, bon, ça y est, voilà, je suis assez convaincue par le fait par l'envie de lire Judas côté jardin, et je voulais savoir quelques mots sur 100 jours sans Lily. Voilà. D'accord. Alors, la question de la littérature belge, c'est une question que j'essaye de ne pas aborder de front parce que je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a des choses intéressantes dont je me suis rendu compte, c'est que les 2 livres qui, pour l'instant, parmi ceux qui ont le mieux marché, on va dire, d'un point de vue commercial chez Onlit, il y a notamment un livre qui s'appelle Rosa de Marcel Sel, qui était sorti en 2017, qui a eu énormément de succès chez nous, et Poney flottant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces 2 auteurs ont tous les 2 tenté auparavant de trouver un éditeur à Paris. Oui. Pendant pas mal de temps, je pense. Et puis, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont essuyé beaucoup de refus. Et puis, ils m'ont proposé le livre. C'est pas inintéressant de se rendre compte que ce sont précisément des livres qui ont été refusés là-bas, qui ont très bien marché ici. Enfin, je trouve qu'il y a là quelque chose à réfléchir. Et alors, ce qui est amusant avec Isabelle Ouéry, c'est que quand son livre est paru, elle a été invitée à la librairie francophone. Et alors là, Emmanuel Kérad l'accueille en lui disant « Voilà la sensation belge ». Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je trouvais ça amusant de finalement arriver avec elle et son livre à Paris et qu'elle soit reconnue comme une sorte de sensation belge, alors qu'elle a finalement essuyé beaucoup de refus parce que sans doute que la forme de son livre est à mon avis trop originale peut-être ou fait peur.
ou n'incite pas à prendre des risques que moi, je suis prêt à prendre. Donc, voilà quelques éléments par rapport à ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, mon côté militant de l'édition, ici en Belgique, c'est de considérer qu'il faut qu'on puisse faire exister une littérature belge qui ne dépende pas des comités de lecture des maisons d'édition françaises. Parce que le résultat de ça serait que finalement, toute la production belge serait lissée par des enjeux et comment dire, faudrait dire un goût ou parfois la peur de prendre des risques. Enfin, moi, je crois que c'est important qu'on continue ici en Belgique à pouvoir faire exister des auteurs et des autrices qui sortent des cases et du cadre. Donc voilà ce que je peux dire. Donc, je ne sais pas si je crois à une littérature belge, mais en tout cas, j'ai envie de la défendre. Voilà. Gaëlle ? Oui, moi j'ai une question. Donc, défendre la littérature belge, et je voulais savoir si ça s'appliquait aussi au papier utilisé, aux imprimeurs et donc au circuit avec lequel tu travailles, Pierre, pour la partie papier. Alors, les livres sont imprimés en Tchéquie. Donc, ils ne sont pas imprimés en Belgique ni en France. Ils sont imprimés en République tchèque. Avant ça, j'ai travaillé avec un partenaire en Belgique. Et malheureusement, je dois dire que c'était pas vraiment satisfaisant en termes de service. À ce moment-là, j'ai été contacté par cette imprimerie et j'ai été assez vite très impressionné par l'efficacité et le service qu'ils offrent. C'est tout à fait incroyable. Hein. Donc, j'envoie des BAT, 10 jours plus tard, j'ai les bouquins. Je travaille depuis des années en contact avec la même personne là-bas, qui est absolument adorable et que je peux appeler quand il y a un problème, n'importe quand. Donc, moi, je trouve que c'est... J'ai une petite anecdote assez amusante sur cette question-là que je peux vous raconter si vous voulez. C'est-à-dire que donc, les premiers livres de On lit étaient imprimés en Belgique et alors il était indiqué à la fin du livre, ça c'est eux qui rajoutaient ça à la fin du livre, ils mettaient imprimé dans la dignité sur les presses de... Je ne peux pas vous dire. En tout cas, il était marqué imprimé dans la dignité. Enfin, bon. Et alors, quand on a dû réimprimer ce livre-là, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je crois que j'avais envoyé l'ancien BAT en République tchèque et eux n'ont pas supprimé cette phrase, mais ils l'ont remplacée. Ils ont mis « imprimé dans la dignité » sur les presses de Graphico, ça s'appelle, en République tchèque. Et j'avais trouvé ça formidable parce que je ne vois pas pourquoi ce serait moins digne de le faire publier en Tchéquie qu'en Wallonie. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. Et j'avais adoré le fait qu'ils aient simplement transformé la phrase. Donc voilà, en ce qui concerne le papier et là où l'endroit, le livre est fabriqué. Rita ? Alors, je reviens sur un de vos livres. J'ai été attirée par le thème qui était l'entraide, qui se présente comme l'unique alternative viable, et d'ailleurs, on ne peut que le confirmer encore plus de nos jours. Et j'ai commencé par lire un extrait, sauf que j'ai trouvé ce livre totalement intriguant, avec un passage qui commence totalement en majuscule, des dessins. Donc, je voulais avoir votre vision, ce que vous pensez de ce livre qui a l'air d'être magnifique, mais qui est quand même totalement intriguant. Donc, effectivement, je rejoins ce que vous dites, c'est soit on adore, soit on déteste. Et je n'ai pas encore avancé, mais je voulais quand même avoir votre vision des choses, ce que vous en pensez, et l'apport de ce livre, en fait, et où intervient cette notion d'entraide à travers tous ces dessins dans ce livre.
Alors, si je ne me trompe pas, vous parlez du livre qui s'appelle Apnée. Exactement, Apnée, d'Antoine Booth. Donc, je ne l'ai même pas Antoine Booth. nommé. En fait, Antoine Booth, c'est quelqu'un qui écrit des livres, mais qui est aussi artiste contemporain, qui crée des performances, avec des musiciens. Enfin, il fait tout un tas de trucs. Il est professeur en école d'art aussi. Et alors là, le projet sur lequel ils avaient travaillé par rapport à ce livre Apnée, c'était l'idée de créer un livre à 4. Et donc, il y a 4 personnes, dont Antoine Booth, et ils ont conçu ce livre ensemble. Tout est signé ensemble, donc ce n'est pas une compilation de textes par l'un ou par l'autre. Et donc, ils ont mis au point une forme d'entraide entre eux. Et il y a... en fait, Antoine Booth, c'est quelqu'un qui travaille sur un concept qui s'appelle bio-hardcore. En fait, c'est une manière d'être au vivant qu'il appelle hardcore. En fait, c'est être vivant de manière hardcore, un peu comme il y a la musique hardcore, si vous voulez. Donc ça, c'est comment dire ça ? Son idée, c'est de revenir vers un rapport au vivant qui soit plus radical. Il l'explore sous forme littéraire dans son livre, à partir d'expériences qui sont, je pense, réelles. Par exemple, 2 des personnes qui ont écrit ce livre, à un moment dans le livre, ils expliquent qu'une partie du groupe en question décide de s'isoler le long je vais vous raconter des trucs, d'une autoroute dans un terrain vague. Et alors, on ne sait pas très bien ce qu'ils mangent, enfin, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Et en fait, ils ont vraiment fait ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et ils racontent toutes ces expériences qui mêlent art contemporain, performance, réflexion sur le vivant, réflexion sur la manière d'apprendre dans ce livre. Alors, je comprends très bien que ce n'est pas un livre grand public. Il faudrait presque mettre un peu, en anglais, un disclaimer sur le livre. Et je comprends que c'est très spécial, mais pour moi, ça a sa place dans une maison d'édition comme on lit, parce que, comme je vous disais, c'est un travail qui touche tant par la forme que par le fond à la question du vivant. Et je pense que bon, alors vous connaissez sans doute tous maintenant, d'ailleurs, l'expression est rentrée dans le petit Robert, je crois, la question de la collapsologie, qui est donc science de l'effondrement. Il y a quelques années, en 2015, j'ai lu un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer », qui est écrit par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et dans ce livre, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Ils expliquaient que les imaginaires de l'effondrement sont principalement Mad Max ou Star Trek. C'est-à-dire que soit c'est l'Holocauste nucléaire, et puis c'est Mad Max. Ça, c'est une manière d'envisager le futur dans l'imaginaire collectif. Et l'autre, c'est Star Trek. Ça veut dire qu'on se sauve, c'est ce qu'on appelle l'escapisme, c'est-à-dire qu'on se sauve en partant dans les étoiles et en trouvant une autre Terre quelque part, une colonie. Donc ça, c'est les 2 grands imaginaires que Hollywood, en fait, a conçus par rapport à la question d'un possible effondrement. Et dans leur livre, ils expliquaient que pour pouvoir dépasser ces 2 possibilités, il était indispensable qu'on commence à développer d'autres imaginaires par rapport à l'effondrement. C'est-à-dire que les artistes mettent en place une autre manière de penser au futur, dans un monde qui est susceptible de s'effondrer, mais un futur qui ne soit ni Mad Max, ni Star Trek, pour résumer.
Et donc, ça m'a vraiment fort intéressé, cette question-là. Et je me suis rendu compte que et les artistes et les éditeurs, mais aussi les scénaristes, les sociétés de production, enfin, peu importe, dans toutes les disciplines artistiques, il y a une question qui est de faire exister ces nouveaux imaginaires qui parlent d'un futur possible, même si ce n'est pas celui qui va arriver. Ça reste quelque chose qui est de l'essai, enfin d'essayer, je ne sais pas. Mais il est important de faire exister d'autres imaginaires par rapport à tout ça. Et donc, j'ai trouvé qu'Antoine Boute, par son travail, s'intègre là-dedans. Alors, ce n'est pas l'unique raison pour laquelle je publie, bien sûr. Je veux dire qu'il y a des questions aussi plus littéraires. Mais voilà le sens, en tout cas. Est-ce qu'on peut aborder, Pierre, la collection poche? Est-ce que c'est un choix financier? Est-ce que c'est un choix plus éditorial? Est-ce que vous voulez conserver les livres dans le giron lit et pas publier ça, donner ça à quelqu'un d'autre? Quelle est votre vision là-dessus? Oui. En fait, je vous ai montré que j'ai une petite collection comme ça. Ça, ce sont des textes inédits dans un plus petit format, mais donc ce n'est pas véritablement une collection de poche. C'est-à-dire que ce n'est pas la mise en poche de livres qui ont déjà été édités. Par contre, ce que j'ai fait l'automne dernier, c'est qu'à l'occasion de la publication de nouveaux livres de Marcel Sel qui s'appelle Élise, j'ai publié en poche son premier livre qui s'appelle Rosa. Donc j'ai publié dans un plus petit format ce livre Rosa que j'avais déjà vendu à 4000 exemplaires. Et Guérilla, non? Et Guérilla est sorti en poche également, mais ça, c'est aussi un inédit, donc ça fait partie de cette collection-là. Alors, je conçois que vous voyez, ça, pour l'instant, c'est encore un peu flou. Je comprends que je dois un peu, comment dire, éclaircir les choses avec le temps. Mais donc, le poche de Rosa était la première véritablement réédition en poche d'un livre de On lit, et qui plus est chez On lit. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y avait un nouveau qui sortait. En fait, d'une certaine manière, j'étais curieux de voir si il se vérifiait que ce sont bien deux marchés assez différents, avec des clients, des lecteurs assez différents. De manière assez surprenante, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais donc après en avoir déjà vendu 4000 en Belgique francophone, enfin en gros, disons 3000, parce que j'en ai vendu ailleurs aussi, mais ce qui est déjà beaucoup pour la Belgique francophone. Si vous multipliez par 14, ça vous donnerait un chiffre pour la France. Eh bien, en fait, quand j'ai annoncé le Rosa en poche, la mise en place a été tout à fait extraordinaire. Et ça a marché très bien, ça marche toujours. Et ça permet au livre de rester en rayon plus longtemps, en fait. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous envisagez de le faire plus régulièrement pour Polonais Flottant et les gros succès, j'imagine? Oui. Disons que j'ai pas encore de projet fixe par rapport à ça, ou confirmé, on va dire. C'est toujours un peu du cas par cas. Par exemple, pour Poney Flottant, il existe en Belgique une collection qui s'appelle Espace Nord, qui est une collection patrimoniale belge francophone qui est financée par les pouvoirs publics ici, qui est une collection qui est gérée par une maison d'édition qui s'appelle Les Impressions Nouvelles. Alors, la collection Espace Nord, elle existe depuis des décennies. Et c'est un peu toute proportion gardée. Comment dire, c'est un peu le Hall of Fame des auteurs belges. Il se fait que, mais je ne devrais pas raconter ça parce que ce n'est pas encore signé, mais il se fait que normalement, Isabelle Ouéry va sortir chez Espace Nord l'année prochaine. Donc, Poney Flottant. Et je trouvais ça très chouette. Je pourrais le faire moi-même, mais en fait, je trouve ça assez super déjà qu'elle fasse partie de cette collection.
Et puis, la maison d'édition qui s'appelle Les Impressions Nouvelles, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et avec qui j'ai commencé à faire des collaborations sur des projets. Et donc, pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens en termes de complémentarité qu'un livre comme celui d'Isabelle puisse sortir chez Espace Nord l'année prochaine. Parce que c'est une des pistes sur lesquelles, je dis c'est une des pistes sur lesquelles je travaille, c'est de, étant donné la fragilité du tissu éditorial en Belgique francophone, à cause de vraiment sous-financement vraiment catastrophique, c'est de créer, comment dire, une sorte de, pas un groupe éditorial bien sûr, mais enfin une petite constellation d'éditeurs ici, de telle manière que soit pérenne. Faire des choses ensemble et voilà, et effectivement devenir plus pérenne. Rita? Oui, alors je reviens sur les couvertures, donc au niveau de la forme. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, on a bien cette signature, pour la majorité en tout cas, le fond uni, la couleur un peu flashy et le fond en fait, enfin l'écriture un peu en mode coupé. Donc ça, effectivement, ça se marie bien avec le web, donc on est bien d'accord. Sauf qu'en filtrant du plus récent au plus ancien, et sauf erreur de ma part, je remarque un retour de l'image, un retour de la photo sur les dernières publications que vous avez. Est-ce que ça, c'est voulu? Est-ce que c'est en lien avec une distribution qui est plus marquée au niveau des librairies? Quel est le choix, on va dire, pour revenir sur cette décision initiale qui est le fond, la couverture sans aucune image? Oui. En fait, la première identité graphique a été formidable pour lancer la maison d'édition parce qu'elle a un effet de collection. C'est-à-dire qu'elle crée une identité forte entre les livres autour d'un projet éditorial. Naturellement, après un certain temps, le problème, c'est que tous les livres commencent à se ressembler et le problème aussi, c'est que les couvertures ne disent rien d'autre que leur appartenance à une maison d'édition. Ils ne disent pas grand-chose d'eux-mêmes. Et ça, à partir d'un moment donné, je trouve que ça a commencé à desservir les livres. Le résultat, c'est que quand Rosa est sortie en 2017, ça a été le premier véritable projet pour lequel j'ai travaillé avec une photographe ici. Et donc, on a sorti ce livre. Alors, Rosa, ça parle de… Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin, c'est l'histoire d'une femme qui a disparu et qui revient à travers un livre. Et donc, j'avais trouvé cette photo d'une photographe artiste belge qui s'appelle Stéphanie Roland et je trouvais que c'était formidable parce qu'on a l'impression qu'elle apparaît et qu'elle disparaît en même temps. Et donc, j'ai commencé là. Et puis, à l'intérieur, en fait, en dessous de la jaquette, c'est le livre comme on l'aurait fait avant. C'est-à-dire juste le titre. Voilà. Donc, grâce à la jaquette, j'ai commencé à prendre de la liberté avec le projet initial, en conservant en dessous, disons, le projet précédent. Et puis, quelque part, la boîte de Pandore était ouverte, donc je me suis pris au jeu. Et pour tous les grands formats que je publie maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec des photographes, souvent belges d'ailleurs, et à travailler le côté, comment dire, cette relation entre le texte et l'image que je trouve assez passionnant. Continuez parce que c'est magnifique. On est tous unanimes là-dessus. C'est magnifique. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'un tirage, entre guillemets, exemplaire pour Onlit? Un tirage, c'est combien d'exemplaires pour vous? Un tirage, un bon tirage et un mauvais tirage, un flop, par exemple. Est-ce que c'est 300, 1000 exemplaires? Pour vous, quel est le bon curseur pour pouvoir relancer derrière d'autres titres? Alors, le tirage moyen, c'est 1000 exemplaires, je vais dire. Enfin, c'est entre 1000 et 2000. Donc, la plupart des livres que je fais maintenant, c'est toujours 1000 ou 2000 exemplaires. Alors, au niveau des ventes,
Il y a, comme je vous dis, des livres qui marchent très bien et que je vends à 2000, 3000, même parfois 4000 exemplaires. Maintenant, ça reste, je dirais pas exceptionnel, mais enfin, c'est les meilleurs chiffres. Il y a aussi des livres que je vends à 200, 300 exemplaires. Ça, c'est un peu les chiffres dans lesquels je suis, mais je ne suis pas persuadé que c'est tellement différent des chiffres d'édition de création à Paris, mais je ne connais pas très bien les chiffres, donc si vous en avez. Sur les maisons d'édition qu'on a invitées, en tout cas dans ce genre de format, on était entre 1500 et 3000 exemplaires, voilà, à peu près, excepté les petites productions. Voilà, c'est à peu près les tirages moyens, avec des hausses forcément pour les grosses ventes, mais on est à peu près dans ces mêmes eaux-là. Ouais. Ouais. C'est sûr que c'est l'édition, c'est un métier tout à fait particulier. Et puis, moi, je n'ai pas 20 ans d'expérience. Donc, la question du tirage, c'est une question complexe et en même temps, c'est presque aussi une question logistique. C'est une question… mais voilà, je suis entre 1000 et 2000. En général, c'est le premier tirage, c'est ça. C'est ça que je fais. Mais comme ça va assez vite, voilà, pour retirer. Donc, c'est pas trop compliqué. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce que vous savez tout de On Lit Édition? Ça y est. Alors, apparemment, personne n'a d'autres questions. On sait surtout qu'on va beaucoup dépenser, je crois. Il y a des chances. Et que j'ai déjà dépensé. C'est bon. J'en ai acheté 3, Pierre. Je t'ai écouté. C'est génial. J'ai pris du numérique pour aller au bout. Mais j'ai pas pris Rosa, mais je pense que ça sera le prochain. Et comme j'ai planifié… T'as passé ta commande trop vite. Comme j'ai planifié de toute façon d'aller voir mes copains Filigrane, j'achèterai Rosa chez Filigrane. Ah oui, super, des grands supporters. La couverture, oui, ça a été c'est toujours difficile de dire dans quelle mesure une couverture, quelle est l'influence d'une couverture sur la vie d'un livre. C'est difficile à dire, mais je crois que ça crée un lien. Depuis Instagram, je pense qu'elle est forte, très forte. Très forte. Ouais. C'est pas la grosse différence. Le gros problème du numérique, justement, c'est ça, en fait. On va pas montrer une liseuse, quoi. Tout à fait, oui. Tout à fait, Nico. C'est un peu très bien résumé. Et c'est un peu surtout aussi que la liseuse, c'est en noir et blanc. En fait. Alors, ça se fait sur Instagram avec des liseuses couleurs, mais c'est vrai que c'est quand même moins agréable forcément. Mais certaines liseuses rendent particulièrement bien la couverture. Hein. Ça arrive. Je suis pas forcément fan, mais ça arrive. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'objet livre, donc forcément, on a quelque chose en moins, c'est évident. C'est évident. Cela étant, la couverture a un impact très fort, à mon avis, sur les blogueurs depuis Instagram, clairement. C'est vrai, c'est vrai. Même avant, quand on rentre dans une librairie, enfin, je trouve qu'on a un rapport affectif avec un livre dès l'objet, quoi. Donc, c'est là qu'est la difficulté. C'est vrai que le numérique est très pratique quand on est en voyage, quand on est un peu partout, mais ça laisse même pas le même souvenir de lecture, je trouve. On n'a pas ce sentiment de densité là. Oui. C'est un peu comme on lirait un magazine, je trouve. Enfin, ça évolue avec le temps, moi je trouve. Plus tu lis en numérique et plus tu as un rapport qui s'approfondit, parce que tu as tellement de plaisir de retrouver des phrases que tu as soulignées qu'il y a vraiment un rapport qui se crée. Il faut lui laisser la place, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est pas valable pour tous les livres, c'est comme tout, quoi. Que j'ai trouvé, enfin justement, quand on voyait les couvertures de la maison qui étaient toutes plus belles les unes que les autres, je me disais, mais ils me les feront en papier, quoi. Mais il faut les deux, c'est ça. Ouais. C'est ce que je vais faire. Les deux. Et Pierre, je peux poser une dernière question, Pierre? Enfin, une dernière, j'en sais rien, mais vous avez beaucoup de livres papier derrière vous. Oui. Est-ce que ça signifie que vous avez un rapport quand même affectif aux livres papier, malgré votre discours sur le numérique? Ah, j'ai toujours eu
j'ai toujours eu un rapport affectif au papier. Attendez, je regarde. Je crois que j'ai mon premier livre ici. Je vais vous le montrer. C'est le tout premier livre que j'ai lu. C'est un livre que j'ai lu, je ne sais pas, j'avais 8 ans, je crois. C'est un livre de pirates. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. C'est des vieux livres, hein. Vous voyez, encore avec des illustrations. Je me souviens d'être parti, des trucs comme ça. Et tout ça pour dire que je pense qu'en tout cas pour les lecteurs qui sont nés dans le papier, je crois qu'il y a une question de transmission aussi. Hein. Il me semble qu'il y a un rapport à la transmission par rapport au livre papier. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai été libraire pendant pas mal d'années. Donc, ça crée aussi un rapport particulier au livre. Ce qui fait qu'en 2014, quand on a commencé le papier, pour moi, c'était une évidence qu'on allait faire ça. Ça a été parfois perçu comme un espèce de signal ou un aveu de défaite. Alors, je trouve ça dommage de le voir comme ça parce que c'est pas vraiment ça la question. Moi, je me suis plutôt rendu compte que le format est porteur d'affect, mais le livre n'est pas lié à son format. Le texte, en tout cas, oui. C'est ça. Voilà, le texte. Parce que je pense qu'on regarde très peu la page qu'on lit. Je crois qu'on regarde surtout quelque chose une sorte de cinéma intérieur qu'on se fait dans sa tête par rapport à ce qu'on lit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, la question de la page elle-même, il y a la question des sens, mais je ne suis pas sûr qu'on voit vraiment les phrases qu'on lit. Enfin, je sais pas. Mais donc, voilà, oui, affectif, certainement. Certainement. Moi, je me suis rendu compte qu'en numérique, en lisant en numérique, j'oublie plus facilement ce que j'ai lu. Oui, moi aussi. Je trouve que, en tout cas pour moi, c'est une question de la manière dont on apprend les choses, où on a appris les choses, mais je me souviens plus des livres quand je peux les identifier à un objet. C'est un peu comme la musique, en fait. C'est le rapport qu'on avait aux disques vinyles quand on les écoutait en entier d'une manière assez recueillie et tout. Et maintenant, on écoute des chansons isolées, explosées. Et je pense que c'est pas anodin, quoi, le support, justement. Le monde de consommation a changé la donne, forcément. Ouais. Tout à fait. Mais je crois qu'en fait, c'est vraiment tellement intéressant ça nous questionne sur le rapport qu'on a aux livres, aux lettres. Moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant, en fait, et de manière pas du tout idéologique, mais plutôt justement par rapport au fait que ça nous questionne sur notre rapport à la culture, sur notre rapport aux histoires, sur notre rapport à notre enfance, à notre avenir. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont questionnées dans la question du format du livre. Je trouve intéressant. Alors, avant que Rita pose peut-être une dernière question, est-ce qu'on peut faire un screenshot? C'est l'habitude à chaque fois. Donc, on fait un screenshot de tout le monde. Si vous pouvez sourire, c'est encore mieux, hein, évidemment. Hein. Ah, super. Voilà, mais c'est peut-être à l'envers. Non, c'est parfait. Non, ça va? Ouais. Super. Merci. Voilà. Merci, super. Rita, à Merci toi. à toi. Donc, ma dernière petite question, effectivement, je confirme que vous aidez fortement à franchir le pas du numérique, ce qui n'est pas évident aussi, ce qui n'est pas évident vu qu'on est tous un petit peu, on reste un petit peu sur le papier, comme vous venez de le dire, et il y a les prix effectivement qui sont attractifs, et il y en a même il y a des livres qui sont gratuits. Est-ce que ça, c'est aussi une stratégie il y a une stratégie derrière ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque à gagner en mettant des livres gratuits qui datent d'ailleurs il y en a qui datent de 2016. Là, je suis tombée sur un qui date de 2016. Quelle est la stratégie qui est derrière et pourquoi aller vers la gratuité quand on peut mettre déjà des prix bas, c'est déjà très bien. Oui, tout à fait. Aller vers la gratuité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. J'ai d'ailleurs un peu tiqué quand, pendant le confinement, certains éditeurs ont commencé à passer des tas de livres en gratuit. Je ne comprenais pas très bien l'idée.
je trouve qu'une fois de plus, ça donne à penser que l'objet culturel, la création est gratuite, ce qui n'est pas vraiment une très bonne idée, je pense, pour la survie, disons, de la création. Le plus complexe, en fait, je trouve, c'est de parvenir à intégrer le passé et le présent d'une maison d'édition dans un même projet. C'est-à-dire qu'il y a la maison évolue au fil du temps, au fil des livres qu'on publie, au fil des décisions qu'on prend. Alors, c'est difficile parfois de parvenir à rendre cohérent le présent et le passé ensemble. Par exemple, la plupart des livres qui sont, je pense, gratuits en numérique sont effectivement des livres plutôt anciens. Donc, on va être dans le domaine public, effectivement. Oui. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai plus tellement envie de faire, mais ceux qui sont déjà gratuits, je ne les ai pas remis payants. D'accord. Ça, c'est ce que je pourrais, dire. Ouais. Après, parfois, ce qui est très surprenant, c'est que quand vous mettez un livre gratuit, il y en a des milliers qui s'en vont. Vous le mettez à, c'est pas possible, mais si vous le mettez même à 50 centimes, ça n'a rien à voir. Les chiffres sont tellement différents, c'est très surprenant. Donc, parfois, pour contribuer à faire connaître, par exemple, un auteur ou une autrice, ça peut être un moyen aussi, mais je ne suis pas très convaincu. Voilà. Alors, ouais. Profitez-en parce qu'ils vont peut-être tous devenir payants très vite. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Il est temps de nous quitter. Pierre, merci infiniment pour votre temps et votre intelligence parce qu'on a appris beaucoup de choses et c'était vraiment passionnant. Merci à vous. Et c'était très différent également de nombreux éditeurs français. Donc, c'est toujours un plus pour nous, en tout cas, notamment dans le rôle de l'État qui, pour nous, est totalement irréel, mais qui existe donc en Belgique. On vient de l'apprendre. Merci infiniment. Merci à tous. Beaucoup. Merci Pierre. Merci à tous. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.